Bienvenue à la nouvelle saison de Tribune locale. Nouvel animateur, Sylvain Caron, mais toujours des sujets d'actualité. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a plus de titres qu'une carte d'affaires peut en soutenir. On reçoit Mathieu Lacombe. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, je suis avec Mathieu Lacombe, député de Papineau. Oui. Ensuite, ministre de la Famille et ministre responsable de l'Outaouais. Et fier papa, je vais Et rajouter fier ça. papa aussi, Oui. un autre titre. Donc, comment ça se passe justement avec tous ces titres-là, les responsabilités qui viennent avec? Ça se passe vite. Oui, hein? Ça se passe vite, mais ça se passe bien. Je pourrais résumer ça comme ça. C'est sûr que le rythme de travail est effréné. C'est certain que je fais plus du 10 à 6 comme je faisais lorsque j'étais chef d'antenne à TVA ici en Outaouais. C'est clair que c'est pas ça. C'est des journées de 15 heures. Mes collègues vous diraient que parfois c'est plus long que ça, mais c'est très stimulant. Puis après un an, ça fera un an le 1er octobre, je peux vous dire que je ressens toujours la même fierté. Puis je suis toujours conscient du privilège aussi que j'ai de représenter les gens de Papineau puis les gens de ma région. Puis justement, après un an, là, ça va faire un an dans quelques mois, Oui. ça fait quoi d'être la nouvelle plutôt que de la rapporter, comme vous la rapportiez avant en étant journaliste? C'est spécial. Il y a beaucoup de gens qui me demandent « Monsieur Lacombe, ça doit être facile pour vous. Vous étiez déjà dans le monde des médias. Puis ils me disent que, bon, selon eux, ça doit être plus facile, mon travail, lorsque, notamment, je donne des entrevues où je réponds à des questions des journalistes. Moi, je leur dis c'est différent. C'est beaucoup plus différent que ce qu'on pourrait croire parce qu'il y a une facettes qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'on travaille pour l'intérêt public, mais c'est différent parce que lorsqu'on est assis dans votre chaise, c'est nous qui posons les questions, c'est nous qui décidons de l'entrevue. De mon côté, moi, je dois m'assurer de maîtriser tous les sujets, pas seulement les sujets sur lesquels je vais poser des questions, comme lorsque j'étais chef d'antenne, mais tous les sujets parce que je ne sais jamais de quoi on va me parler. Donc, je vous dirais que ça a ajouté à pas mon éthique, mais disons à ma discipline de travail. Et justement, en étant de l'autre côté de la chaise, est-ce que votre vision, justement, du journalisme a changé? Est-ce que vous avez, exemple donné, vous voyez ce que les autres journalistes ont pu poser comme question ou ont pu, justement, sortir un peu des squelettes dans le placard d'un et de l'autre? Est-ce que vous voyez maintenant cette chose-là différemment? Ouais. Est-ce que vous avez conscience, justement, de ce que les journalistes peuvent faire subir un peu? Je vous dirais que ma vision n'a pas changé dans le sens où j'ai toujours autant de respect pour les journalistes que j'en avais lorsque moi-même j'en étais un. C'est certain qu'il y a des éléments avec lesquels on n'est pas d'accord. Par exemple, en début de mandat, quand ma vie personnelle a été étalée dans les journaux, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais j'aurais trouvé ça quand même dégueulasse lorsque moi-même j'étais journaliste parce que, bon, ce ne sont pas tous les journalistes qui ont la même rigueur, on va dire ça. Même lorsqu'on en est un nous-mêmes, on sait que dans le métier, il y en a pour qui la rigueur, c'est moins important, disons ça comme ça. Mais sinon, c'est sûr que la relation avec les journalistes, lorsqu'on est un élu, bien, des fois, ça fait des flamèches, mais il faut toujours se rappeler que leur rôle est important. Puis, c'est à nous aussi de s'adapter, de travailler avec eux pour faire en sorte que bien, ce qu'on veut communiquer aux gens, on arrive à bien le faire. Parce que ce n'est pas nous qui décidons de ce qui est retenu dans le bulletin de nouvelles, mais il faut s'assurer d'être capable de communiquer. Ça, c'est un défi. Et justement, comment on vous prépare? Est-ce qu'on vous prépare de un? Et comment on vous prépare justement à ce que votre vie présente et même passée soit étalée au grand jour? Bien, je vous dirais qu'on n'est jamais préparé. Lorsque ma vie a été étalée au grand jour, là, quelques jours, en fait, je pense 2 jours après ma nomination, le 18 octobre comme ministre, il n'y a rien qui nous prépare à ça. C'est un choc. Après, il faut réagir, il faut agir comme on est, il ne faut pas se dénaturer. Dans mon cas, j'ai été transparent. Moi, je veux continuer d'être transparent. Je me répète ça tous les jours lorsque j'accorde des entrevues. Donc, dans ce cas-là, par exemple, j'avais réagi avec beaucoup de transparence. Mais sinon, il faut être bien outillé, je dirais bien accompagné. Donc, dans mon équipe, c'est certain que j'ai un attaché de presse, j'ai une directrice adjointe de cabinet qui nous aide avec les communications parce qu'il faut être capable de bien communiquer ce qu'on veut communiquer puis avoir les bonnes réponses parce que c'est certain qu'on est très sollicité. Une autre décision qui a été vertement contestée par l'opposition, ça a été celle de déménager hors du comté. Oui. A posteriori, après un an, comment
établissez-vous le fait, justement, que vous soyez dans le comté? Comment cette décision-là peut vous aider à être plus souvent dans le comté, sachant que vous aviez de l'aide à la maison de la part de la famille? Je devais prendre cette décision-là. C'est pas une cachette. On a 2 jeunes enfants et lorsque j'ai été élu, d'abord, c'était assurément pas une victoire facile dans Papineau, hein? On a quand même délogé un parti qui était là depuis 40 ans. Donc, quand on a gagné, là, après la frénésie de l'instant et tout ça, on se pince, bon, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour concilier la famille puis le travail? Il fallait être entouré. Donc, moi, je ne regrette pas cette situation-là. Parfois, la route, je la trouve un peu pénible, c'est certain. J'aimerais mieux pouvoir habiter dans la circonscription parce que c'est ma région, parce que c'est mon monde. Mes amis sont ici. Ma famille est ailleurs, mais mes amis sont ici. Donc, j'aimerais beaucoup, mais en même temps, la logique veut qu'on soit organisé comme ça. Et en même temps, je me dis, il ne faut pas avoir honte de prendre les meilleurs moyens pour être capable de concilier la famille puis le travail. On ne reprocherait pas à un député fédéral qui est élu à Vancouver de se rapprocher d'Ottawa. À l'échelle du Québec, c'est un peu la même chose. Il faut prendre les meilleures décisions, puis les gens jugeront après le mandat, est-ce que j'ai bien fait mon travail? Puis si oui, j'ai un lien d'attachement avec la région, je la connais bien, je défends bien les dossiers, je me dis pourquoi pas, qu'est-ce que ça change? Puis vous êtes un homme de terrain, on le sait, on vous voit littéralement partout. Je sais. Autant, on s'est croisés cet été dans un pique-nique, justement, à Mayo. Autant vous essayez de couvrir le maximum de régions. Oui. Mais comment on peut réussir à gérer un horaire aussi serré? D'ailleurs, tout de suite après l'enregistrement, vous allez remettre une médaille à Norm Macmillan et Paulette Lalande à Montebello, qui est quand même à une quarantaine de minutes d'ici. Oui. Donc, est-ce qu'on peut se donner des journées de congé? Est-ce qu'on peut se permettre ça quand on est justement sur la route tout le temps? Il y a 2 choses. D'abord, je répondrai à la question comment on fait pour y arriver. Ça prend d'excellentes adjointes. J'ai la chance de compter sur une adjointe exceptionnelle dans la circonscription, Anne-Marie, que plusieurs connaissent parce que vous parliez de Norm Macmillan. Elle a été là avec Norm pendant des années, depuis le début, si ma mémoire est bonne. Donc, une adjointe qui fait un super boulot dans la circonscription. Puis mon adjointe en tant que ministre à Québec, Guylaine, qui fait vraiment un travail de Tetris, d'agenda. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un Jedi. Guylaine, c'est un Jedi de l'agenda ministériel. Il faut arriver parce que non seulement on a un grand comté, on a une grande région, mais je suis ministre de la Famille. Donc, vous savez, dans quelques jours, je m'en vais aux îles de la Madeleine. Il faut aller en Gaspésie, il faut aller en Abitibi, il faut aller sur la Côte-Nord, dans l'est du Québec. Donc, il faut se promener partout. Puis justement, vous êtes ministre de la Famille, vous venez de le mentionner. Question générale comme ça, comment vont les familles québécoises? Je dirais qu'elles vont de mieux en mieux, ou en tout cas, elles vont aller de mieux en mieux. Je pense que comme gouvernement, on a fait de bons choix. On a fait des choix d'abord pour remettre de l'argent dans la poche des familles. Ça, c'était quelque chose qu'on nous demandait. Seulement pour le retour au tarif unique, on parle de centaines, en fait, on parle de 185 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. On va tenir cet engagement-là. C'est déjà commencé. La bonification des allocations famille, c'est déjà commencé. On continue le développement des places en CPE. Puis, à côté de tout ça, parce que ça, c'est de l'argent, il y a la question comment on prend mieux soin de nos tout-petits, entre autres, de nos familles plus largement, de nos aînés qui font partie de la famille. Puis on a un gouvernement, je pense, qu'on pourrait qualifier de très humain à ce niveau-là. Et puis, vous avez bougé sur beaucoup de dossiers. D'ailleurs, à ce qui a trait en 1 an, Oui. il y a des dossiers qui ont avancé. D'autres, peut-être un peu moins. Comment on fait pour justement gérer les priorités? Il faut gérer les priorités. Il faut gérer les priorités. Et ça, il faut se le rappeler. Ce que ça veut dire, gérer les priorités, c'est qu'il faut se rappeler c'est quoi nos priorités. Quand on a 10 priorités, on n'a pas de priorité. Donc, il faut se dire quelles sont mes 2, 3 priorités, quels sont mes engagements électoraux. Il faut vraiment se concentrer là-dessus. Il faut réaliser ça parce qu'au quotidien, je vous jure, on est submergé. On reçoit des appels de citoyens, on reçoit des appels de journalistes, on a des urgences, par exemple en santé, en éducation, qu'il faut régler très rapidement. Mais à travers tout ça, il faut que nos priorités avancent. Donc, il faut toujours se rappeler qu'on est là pour faire avancer ces priorités-là. Et puis, on revient en Outaouais. Un dossier chaud quand même qui s'est passé littéralement ici dans la cour cet été. Le fameux dossier des poissons qu'on a retrouvé morts dans la Lièvre. Comment justement évaluez-vous la collaboration entre les différents paliers de gouvernement, que ce soit fédéraux et les 2 provinciaux? Ouais.
dans la recherche, justement, de ce cas-là, qui était quand même unique au Québec? Je vous dirais que le ministère de l'Environnement du Québec a travaillé très fort dans ce dossier-là. J'ai déjà eu l'occasion de dire, je sépare ce dossier-là en deux sections. La première, le travail qui a été fait sur le terrain, puis la deuxième, la communication. Le travail qui a été fait sur le terrain a été bien fait. Il a été fait de façon efficace. Je l'ai vu de l'interne, j'ai pu le suivre. On y est allé par élimination. Le ministère de l'Environnement a finalement trouvé la cause, a été rapidement capable de dire qu'il n'y avait pas de danger pour les humains, a été capable de rejeter la thèse d'un déversement, par exemple. Puis finalement, on a trouvé la cause qui était une cause là, très, très rare. Donc, ça a pris du temps, mais il fallait bien faire les choses. Après, il y a l'aspect communication, et ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je pense qu'on aurait pu être meilleur. Okay. Je pense qu'on aurait pu être meilleur. On apprend, on fait des erreurs, on prend des notes, puis on s'arrange pour que ça ne revienne plus. Justement, est-ce que c'est seulement cette leçon-là au niveau de la communication qui est à retenir, ou est-ce qu'on a d'autres choses à apprendre de cette saga-là, si on peut dire? De cette saga, je dirais que humblement, c'est la communication. Je pense qu'on aurait pu peut-être mieux expliquer ce qu'on faisait pour que les gens soient moins inquiets. Et ça, j'ai eu l'occasion de le dire. On a pris des notes, puis assurément que la prochaine fois, on s'assurera d'être meilleur. Mais sur le fond, le ministère de l'Environnement a vraiment fait un bon boulot. Moi, je pense qu'il a été proactif. J'ai eu l'occasion de parler avec les équipes, se sont creusés la tête. Notre dossier aussi, vous avez annoncé une école, oui, flambant neuve, oui, avec plus de 16 millions à l'Ange Gardien. Effectivement. Ça fait quoi d'annoncer ça? Ça fait plaisir parce que tantôt vous parliez de priorité. Cette école-là, c'était un engagement électoral. Donc, première promesse qui a pu... en fait, c'est une promesse qui a pu être remplie parce qu'il y a aussi le CLSC qu'on avait promis de rouvrir à Val-des-Bois. Donc, ça a été fait aussi. 2 beaux engagements électoraux qu'on a pu livrer. Moi, je suis très fier de ça. Ça s'est fait dans la première année du mandat, d'ailleurs. Puis c'est justement, c'est quand même assez rapide. Oui. Le dossier était quand même relativement bien avancé. Mais comment expliquez-vous que justement on doit attendre 25 ans ou pratiquement 25 ans avant d'avoir un tel financement? Bien, je vais laisser mes prédécesseurs, c'est-à-dire les députés qui ont été là avant moi, peut-être répondre à cette question-là, mais moi je sais que ça prend du leadership politique. Ça, c'est clair. Il faut être capable de faire avancer nos dossiers. Il faut être capable de démontrer qu'on a des besoins. Dans ce cas-là, la commission scolaire avait un bon dossier, mais vous savez, des bons dossiers à Québec, on en a un char puis une barge, comme on dit. On en a là, ça d'épais. Après, il y a des choix qui doivent être faits. Il faut convaincre le ministère de l'Éducation que nos projets sont les meilleurs. Puis dans ce cas-là, j'avais pris un engagement avec la commission scolaire, avec les citoyens d'abord, là, en campagne électorale, mais avec la commission scolaire après, que je leur donnerai un coup de pouce. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a été capable. Puis justement, les citoyens vous en sont relativement reconnaissants parce que là, on en parle de plus en plus. Bien, on a eu des beaux commentaires. Moi, je suis fier de ça, puis on pourra dire que c'est une promesse remplie lorsqu'on fera notre bilan. Eh bien, nous, on va s'arrêter ici pour cette section de l'entrevue. On revient justement après la pause. On continue notre entrevue avec Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ainsi que député de Papineau, humble papa, oui, et ministre responsable de l'Outaouais. Merci! Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, tout est possible pour les enfants amputés. Des membres artificiels, des ressources, des séminaires, du soutien moral, notre attitude positive. Tout ça nous vient de l'association. Grâce à votre appui, l'Association des amputés de guerre change la vie des enfants amputés tous les jours. Merci! Cuisiner sans surveiller, c'est risqué. À Gatineau, c'est plus d'un feu de cuisson par semaine. Sauriez-vous quoi faire? Ceci aurait pu être évité. Alors, de retour pour la deuxième partie à Tribune locale avec Mathieu Lacombe. Alors, on va parler d'un sujet qui est chaud. On en a parlé même ce matin. On en parle pratiquement tous les jours. La fameuse autoroute 50. Oui. Donc, on va parler de la base même. On la surnomme malheureusement l'autoroute de la mort depuis quelques mois maintenant et même depuis un peu sa conception, sa mise en service. Quel est vraiment le problème avec la 50? Est-ce que c'est un problème de conception à la base? Et avec ça, vous êtes pris avec les conséquences de ça?
Je dirais que c'est un problème de leadership politique. Moi, je ne peux pas croire, je ne peux encore pas croire aujourd'hui que cette autoroute a été complétée en 2012. Moi, je pense qu'on a manqué une occasion historique dans les dernières décennies de se développer au même rythme que les autres régions du Québec avec une autoroute semblable à celle que toutes les autres régions du Québec, là, ou disons les régions aussi peuplées que l'Outaouais ont. Donc, je dirais que c'est un problème avant tout de leadership politique parce que ça nous prend une autoroute à 2 voies là, dans chacune des directions. Ça, à la base, ça éliminerait bien des problèmes. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, on ne peut pas refaire le passé. Bien, il faut sécuriser le tronçon qui est dans la circonscription de Papineau, c'est-à-dire qui est près du chemin Doherty. Bon, vous connaissez l'endroit. Il faut doubler à cet endroit-là. Et moi, je fais le pari d'ici la fin de notre mandat, ce sera fait. Donc, on aura de bonnes nouvelles pour les gens. Et il y a la sécurisation qui arrivera bien avant. Vous savez, je l'ai dit, dès la fin de l'hiver. Pendant l'hiver, le projet va être terminé, ça c'est clair, terminé sur papier. Là, le projet va être prêt à aller de l'avant. Et aussitôt que la neige va fondre et qu'on va pouvoir effectuer les travaux vont commencer, puis la sécurisation va avoir lieu sur l'espace qui est problématique. Donc, l'échéancier va être respecté. L'échéancier qu'on a donné va être respecté. On aura l'occasion d'ailleurs dans les prochains jours de faire une annonce à ce sujet-là. Et puis, l'option qui a été retenue, c'est une option qui est quand même relativement nouvelle au Québec. C'est pas une première. C'est une première. C'est une première. Avec donc, ce type bien précis d'utilisation. C'est des câbles de sécurité, bref, qui vont être installés entre des poteaux qui vont les retenir, bref. Est-ce que c'est vraiment la meilleure option qui était là? Pourquoi pas un muret de béton comme il était partout ailleurs? L'option qu'on a retenue, c'est la glissière flexible à haute tension. Donc, vous avez raison, ce sont des petits poteaux de métal à l'intérieur desquels il y a des fils de fer qui sont disposés. Évidemment, ça n'empêche pas des véhicules d'avoir un accident, mais ce que les données nous démontrent, c'est que dans la presque totalité des cas, on évite des accidents mortels parce qu'on réduit d'abord la force de l'impact, on réduit l'empiètement du véhicule dans l'autre voie parce que, bon, souvent, on est capable de ramener le véhicule. Donc, si on peut sauver des vies, moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. Maintenant, vous avez raison de poser cette question-là. Ça me donne l'occasion de vous dire au sujet des fameux murets de béton que oui, j'entends beaucoup parler de cette option-là, mais ce que les experts nous disent, puis il faut les écouter, là, les experts, parce qu'après, si on a plus de morts, bien, ce sera de notre responsabilité. Donc, on doit écouter les experts. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'avec la largeur des voies actuellement, ce serait trop dangereux. Ça restreindrait l'espace, ça restreindrait la visibilité. Puis quand on compare avec ce qu'on connaît à Mirabel, par exemple, bien, ce n'est pas la même disposition, là, la même configuration d'autoroute. Donc, on veut sauver des vies. On ne veut pas causer plus d'accidents. Parce qu'on le sait, on l'a vu sur les tests qui ont été faits un peu ici, parce que c'est une technologie qui est utilisée ailleurs dans le monde. Oui. On voit qu'il y a quand même un empiètement sur l'autre voie quand le véhicule rentre à pleine vitesse. Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on veut éviter, justement, cet empiètement-là? Bien, c'est pas parfait. En même temps, ce qu'on nous a demandé, le mandat était clair, on nous a demandé de sécuriser l'autoroute 50 jusqu'au moment où elle sera élargie. Donc, c'est certain que la solution ultime, c'est l'élargissement. Ça, on va y arriver, mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Bien, nous, c'est la solution qu'on a retenue. C'est la solution qui nous permet d'aller de l'avant le plus rapidement, qui nous permet de sauver le plus de vies. Donc, c'est certain que c'est probablement pas parfait, mais l'idée, c'est d'arriver avec la meilleure solution, puis ce sera celle-là. Justement, on parle d'élargissement. Vous dites que d'ici la fin du mandat, ce sera au moins mis en chantier. Est-ce que, justement, on en parle actuellement de cet élargissement-là? Est-ce que les plans se font actuellement? Tout à fait. Le travail, il est commencé. Lorsqu'on est arrivé, là, vous savez, moi, j'ai dit je vais être le champion de l'autoroute 50. Bon, là, le niveau de championnat, là, on peut bien en débattre, mais moi, j'ai dit que je voulais être le champion de l'autoroute 50. Quand je suis arrivé, ça a été le premier dossier sur lequel on a travaillé. On voulait s'assurer de voir où le travail en était. Il y a une équipe dédiée qui a été créée au MTQ régional pour faire avancer le segment de 8 km. Ça va bien. Il y a des bonnes décisions qui se sont prises. Je vous le dis, d'ici la fin du mandat, on aura d'excellentes nouvelles. Ça, c'est clair. Puis les gens nous jugeront sur notre bilan. Par ailleurs, pour le reste, on a promis un échéancier. Et ça, on va le livrer aussi. On va parler maintenant des maternelles 4 ans. Justement, ça touche l'éducation, mais aussi la famille. Oui. Et la grande réforme, justement, qu'a annoncée par la CAQ avant même d'être élue,
aujourd'hui, ça ne semble pas être très populaire selon les statistiques. On a des statistiques que j'ai pu découvrir de 11 enfants en moyenne sur une classe qu'on voulait faire à 17 enfants. Et donc, certains vont dire que c'est un peu trop tôt. Est-ce que c'est justement trop tôt pour implanter ça? Je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce que c'est certain que si on s'attarde à cette donnée-là, parce que c'est ce que fait l'opposition, hein, nous dire, ben il n'y a pas plus d'enfants par classe. Il y en avait 11 en moyenne avant. Et là, avec toutes les nouvelles classes que vous ouvrez, il y en a encore 11. Moi, je réponds, mais quel argument qui ne tient pas la route? Parce que si vous aviez, et là, je vous dis n'importe quoi, 100 classes avec 11 élèves, et que là, maintenant, vous en avez 300 avec 11 élèves, vous avez beaucoup plus d'enfants qui fréquentent la maternelle 4 ans. Donc, évidemment, il faut regarder, là, ultimement, il y avait combien d'enfants avant. Il ne faut pas regarder les moyennes par classe. Il faut regarder combien d'enfants fréquentaient la maternelle 4 ans avant, combien d'enfants la fréquentent maintenant qu'on a ouvert de nouvelles classes. Puis vous allez voir, les classes, ça va très bien, là, ça se remplit. Maintenant, je suis ministre de la Famille. Donc, l'idée, c'est pas de dire on va envoyer tous les enfants en maternelle 4 ans, mais c'est de dire on va offrir l'opportunité à tous les parents qui souhaitent de pouvoir envoyer leurs enfants à la maternelle 4 ans, mais pour tout le reste des parents, puis ils vont être très nombreux, qui vont décider d'envoyer leurs enfants au CPE, bien, il faut continuer d'investir, puis on le fait. 15 000 nouvelles places, retour au tarif unique. On est en action pour ça. Et puis, justement, parlant des maternelles 4 ans, on parle aussi des professeurs, parce que ça prend bien des professeurs Oui. ou des éducateurs pour les mettre. Il y a eu un changement d'opinion un peu récemment, au début du mois d'août. On va permettre à celles qui sont maintenant techniciennes en garderie de pouvoir intégrer l'école, moyennant justement d'être inscrit au bac à l'enseignement et puis d'avoir suivi 3 cours déjà. Est-ce que ces 3 cours qu'ils suivent actuels ou est-ce que ces 3 cours qu'ils ont déjà suivis avec une formation terminée de ces 3 cours? C'est une mesure qui a été mise de l'avant par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour que les éducatrices à la petite enfance qui ont actuellement un diplôme d'études collégiales puissent effectivement aller travailler comme enseignantes dans une classe de maternelle 4 ans si, vous avez raison, elles sont inscrites au baccalauréat en éducation primaire et préscolaire et si elles ont déjà réussi 3 cours. Donc, je n'entrerai pas dans tous les détails techniques, mais je peux vous dire que ce ne sera pas la majorité des éducatrices, bien sûr, qui vont faire ça. On a aussi besoin d'elles dans le réseau des CPE et tout le monde cherche des éducatrices. Donc, on aura un bon plan de match, je dirais, à faire. On est en train de le faire pour les attirer. Justement, combien à peu près est-ce qu'on a dans les cartons évalués qu'il y aurait d'éducatrices en garderie qui, justement, feraient le saut, justement, au maternelle 4 ans? Il n'y a pas d'évaluation parce que vraiment, ça dépendra de chacune d'elles. On ne peut pas les empêcher de vouloir faire ça, comme on ne peut pas les empêcher non plus de changer d'emploi ou de retourner à l'école pour devenir, je ne sais pas, infirmière, par exemple, ou avocate. Donc, ce sera vraiment un choix personnel qu'elles vont faire, mais on sait qu'on a besoin d'éducatrices dans le réseau. Il en manque 10 000 actuellement. C'est la projection là, pour 2019-2020. Donc, on parle de 10 000 professeurs pour 10 000 éducatrices dans les CPE. Donc, au niveau des professeurs, on en manque combien? On en a besoin? C'est une bonne question. Il faudrait voir avec le ministère de l'Éducation. J'ai beaucoup de dossiers, donc je me concentre sur mes dossiers. Donc, pour ce qui est, on va revenir maintenant aux médias. Oui. Quand même, ça a été une grande partie de votre vie. Oui. Les médias, présentement, les médias traditionnels sont dans ce qu'on appelait une crise. Les médias, notamment les journaux, sont assez sollicités. Il y a eu, Capital Média qui a passé tout près de fermer. Donc, en tant qu'ancien journaliste, qu'est-ce que ça vous fait justement de voir que ces médias-là puissent disparaître? C'est jamais une bonne nouvelle quand il y a un média qui ferme ses portes. On a vu La Revue récemment à Gatineau fermer ses portes. C'est pas une bonne nouvelle. Et pour nous, au gouvernement, quand on parle de développement des régions, c'est important que les régions aient accès à une information puis à un quotidien. Donc ici, que le quotidien Le Droit disparaisse, par exemple, ou qu'au Saguenay, le quotidien, c'est son nom, disparaisse, ou partout ailleurs, pour le groupe Capital Média, pour nous, c'était pas une option. On est venu en aide rapidement au groupe à court terme, mais il faut trouver des solutions à plus long terme. Le groupe de travail interministériel va servir à ça, la commission parlementaire aussi. Justement, c'est quoi le problème? Pourquoi les Facebook et les Google de ce monde réussissent à attirer des publicitaires? Est-ce que c'est pas parce qu'ils offrent une plateforme que les médias traditionnels ont de la difficulté à offrir, soit de la publicité ciblée?
Bien là, ça dépend. Vous avez combien de temps pour qu'on en parle? Parce qu'on pourrait en parler longtemps. Mais ce que je vous dirais, peut-être essentiellement, et les gens le savent parce que c'est leurs habitudes à eux qui ont changé, la consommation de l'information a changé. Beaucoup de gens s'informent maintenant sur les réseaux sociaux où les quotidiens ou des sites web publient, versent leurs articles. Donc, la façon dont on consomme a changé. Et avec ce nouvel intermédiaire qui est Facebook, par exemple, c'est certain que ça fait en sorte qu'il y a des revenus qui s'en vont vers ce moyen-là. Parce que c'est vrai que c'est utile, puis on ne doit pas s'empêcher de l'utiliser, mais par ailleurs, on doit aussi soutenir les médias locaux. Ça, c'est important. Justement, le gouvernement du Québec en prend de la publicité sur Facebook et sur les médias sociaux. Tout à fait. Donc, et même Catherine Dorion avait dit oui, on va continuer à en prendre, même pour son parti, parce que justement, on veut rejoindre le maximum de gens et malheureusement, le maximum de gens se retrouvent là. Bien, je pense qu'on peut marcher et mâcher de la gomme en même temps, comme le dit l'expression. On est capable, comme député, je suis capable d'encourager les médias locaux, je suis capable d'acheter de la publicité dans les journaux locaux et en même temps de faire de la publicité sur Facebook. C'est inévitable que la façon de s'annoncer a changé, ça c'est sûr. Si on veut rejoindre les jeunes, si on veut rejoindre les gens qui sont sur Facebook, c'est pas en annonçant dans le journal qu'on va pouvoir le faire. Mais il ne faut pas délaisser les journaux, il faut continuer de les appuyer, ça c'est certain. Question finale, comme on en parlait, la CAQ a bougé beaucoup en un an. Oui. À quoi on peut s'attendre pour l'avenir? Est-ce que c'est... À beaucoup de mouvements, encore. Est-ce que ça va être justement aussi effréné que ça l'a été dans la dernière année? Bien, c'est certain que ça a été une grosse année. Là, je parle au niveau national, notamment avec le projet de loi sur l'immigration et puis sur la laïcité. Je vous dirais que vous allez continuer de voir des députés puis des ministres qui travaillent pour vous, pour vos préoccupations, parce qu'on est du vrai monde comme vous. On a un premier ministre qui parle au vrai monde. Et puis, je pense qu'on a des priorités qui sont pas mal collées sur celles des Québécois. Donc, ce que vous avez vu, c'est ce que vous allez continuer de voir. Et le prochain dossier chaud, c'est lequel? On s'attaque à quoi présentement? Dans la région? Là, présentement, demain matin? Demain matin, bien, c'est certain que je vous dirais que dans la région, on revient à la gestion des priorités. J'ai mes engagements électoraux, je continue d'y travailler. Au ministère de la Famille, le développement, la main-d'œuvre, ça, c'est clair qu'il faut travailler là-dessus. Peut-être revoir notre loi aussi qui aurait besoin d'un peu de rafraîchissement. Puis sinon, au niveau national, bien, l'éducation, c'est notre grande priorité avec l'économie. Vous allez voir qu'on va bouger. Eh bien, c'est tout. On s'arrête ici. Monsieur Mathieu Lacombe, je le répète encore une fois, ministre de la Famille, oui. Député de Papineau avant tout. C'est le plus important. Ministre responsable de l'Outaouais et aussi fier papa. Merci d'avoir été là. Merci à vous aussi d'avoir été là avec nous. On se retrouve pour Tribune locale la semaine prochaine avec un autre invité très intéressant. Un message d'impératif français.